Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va poursuivre notre premier chapitre consacré à la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée, niveau du deuxième année baccalauréat, option sciences mathématiques 1. Et on va voir ensemble le rôle de la méiose et de la fécondation dans le brassage des allèles et, par conséquent, la diversité génétique qui en résulte. Donc, ici, vous voyez une photo représentant un mâle, le coq, et une femelle, la poule, et leurs descendants, c'est-à-dire les petits poussins. Le caractère qui est la couleur des plumes diffère entre ces descendants-là. C'est grâce à la diversité, on parle de la diversité génétique. Donc la reproduction sexuée assure la diversité des caractères héréditaires chez les descendants. On va essayer en quelque sorte de comprendre comment la méiose et la fécondation assurent-elles cette diversité. Donc on va fixer nos objectifs avant de commencer. Donc le premier objectif, c'est de montrer le rôle de la méiose dans la diversité des gamètes. Vous savez bien que la méiose, c'est le phénomène qui se déroule au niveau des organes qui produisent les gamètes. Et par conséquent, il y aura une diversité des gamètes qu'on va essayer de comprendre d'où elle vient. Maintenant, le deuxième objectif, c'est de montrer le rôle de la fécondation dans la diversité génétique des individus au sein d'une même espèce. Voilà, on va commencer par l'activité 1, le rôle de la méiose dans la diversité des gamètes. La diversité des gamètes résulte de deux mécanismes qu'on va essayer de détailler petit à petit et de bien comprendre, bien sûr. Donc, le premier mécanisme, considérons un cas très très simple. Donc, on ne va pas commencer par l'espèce humaine dont, par exemple, la garniture chromosomique ou bien le nombre de chromosomes est très élevé. Il y en a 46 chromosomes. On va considérer un cas très simple, deux gènes, A et B, chez un individu diploïde. On va noter A1, A2, les deux allèles du gène A, et B1, B2, les deux allèles du gène B. Pour ceci, on va commencer par une cellule mère des gamètes. Une cellule mère, ça veut dire qu'il va ultérieurement donner des gamètes. Vous voyez là, la formule chromosomique, elle est simple, 2n égale à 4. Deux grands chromosomes homologues et deux petits chromosomes homologues. La couleur, ça explique en quelque sorte l'origine. Disons par exemple que le bleu il est d'origine paternelle et le rouge il est d'origine maternelle. Pour bien illustrer ceci, on a choisi deux gènes et chaque gène est représenté par deux allèles. Donc la première des choses, l'étape sur laquelle on doit faire le point, c'est l'anaphase 1. Vous voyez bien qu'il y a deux possibilités de séparation des chromosomes homologues. La première possibilité, on a les deux bleus qui ont migré vers le pôle d'en haut et les deux rouges qui ont migré vers le pôle d'en bas. La deuxième possibilité, il y a un bleu et un rouge dans chaque pôle. Si on considère les allèles, on va trouver par exemple dans cette cellule-là la combinaison A1, B1, A2, B2. Dans cette cellule-là, dans ce deuxième cas, A1, B2, A2, B1. Donc, après, on arrive à l'anaphase 2. L'anaphase 2, il y a fissuration du centromère et séparation des chromatides sœurs. Alors, on aura ces deux cellules, ou bien deux possibilités, soit le A1 va partir avec le B1, et le A2 va partir avec le B2, mais si on a l'autre possibilité, on va trouver le A1 avec le B2 et le A2 avec le B1. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les gamètes, parce que l'aboutissement, c'est-à-dire le résultat, on aura des gamètes vraiment très différents. Vous voyez bien que ces deux-là ont une combinaison allélique
A1, B1. Ces deux-là, une combinaison allylique A2, B2. Ces deux-là, A1, B2. Et les deux derniers, A2, B1. Ça veut dire qu'au cours de la méiose, on a pris départ d'une combinaison que je vais dire parentale. Il n'y a que le A1 et le A1, A2 et le B1, B2. Mais on est arrivé à produire 4 types de gamètes différents. 1, 2, 3 et 4. 4 combinaisons allyliques différentes. Donc, si on veut bien focaliser sur le mécanisme qui est responsable, c'est ce qui se passe au niveau de l'anaphase 1. C'est la séparation aléatoire, c'est-à-dire au hasard, des chromosomes homologues. C'est comme si c'est le hasard qui intervient. Ce n'est pas nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il y aura toujours soit cette possibilité-là, soit cette possibilité-là. Et selon la possibilité qui s'est vraiment réalisée en réalité, on aura une combinaison allylique bien déterminée. Donc, en conclusion, on va dire que la diversité génétique des gamètes, c'est-à-dire il y a plusieurs gamètes dont les allèles sont différents, on va dire qu'ils résultent de la séparation aléatoire des chromosomes homologues et plus précisément pendant l'anaphase 1 de la méiose. Cette séparation aléatoire aboutit, comme on vient de le voir dans le document, à l'apparition de nouvelles combinaisons allyliques qui n'étaient pas chez les parents. Donc, c'est une sorte de multiplication ou bien de diversification génétique ou bien allylique. Ce mécanisme-là, on va le nommer le brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième mécanisme, toujours au niveau de la méiose, c'est-à-dire la formation des gamètes. Voilà, on a une photo qui a été prise en prophase 1 et par microscopie électronique. Donc, à chaque fois que vous avez une photo, la première des choses, il faut faire attention au grossissement. Ici, on a 7500, donc c'est une photo prise par microscopie électronique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ces enjambements-là, c'est-à-dire ces enchevêtrements, là où une chromatide va se poser sur une autre chromatide des mêmes chromosomes homologues. Ici, vous avez 2 chromosomes homologues, c'est une tétrade, ici une autre, ici une autre, ici une autre. Et vous voyez bien que pendant la prophase 1, il y a des enjambements. Et si jamais il y a séparation pendant l'anaphase 1, il y aura peut-être, ou bien dans la plupart des cas, il y aura échange de fragments de chromatides. Donc c'est ça. Donc ces échanges-là vont amplifier, vont faire apparaître de nouvelles combinaisons allyliques. On va dire que les enchevêtrements entre chromatides homologues sont observés pendant la prophase 1. Ça, c'est une observation. Alors, maintenant, la conséquence. La conséquence, c'est qu'ils peuvent se produire entre chromosomes homologues et par conséquent, ils vont donner des combinaisons allyliques nouvelles. C'est ce qu'on appelle les recombines, ou bien les... Voilà. Maintenant, pour montrer le rôle du cross-synovial, on va procéder comme l'autre exemple. On va considérer un cas très simple, 2 gènes, et chaque gène est représenté par 2 allèles. Ici, on a pris le C et le T, par exemple. Ici, vous avez le C1 et le C2, ce sont les 2 allèles du gène C. Et le D1, D2, c'est les 2 allèles du gène T. Voilà. Donc, on va commencer toujours par une cellule mère. Ici, c'est une cellule mère avec 2N égale à 2. Pour simplifier, toujours, on va simplifier. Donc, les tétrades apparaissent en début de prophase. Puis, on assistera à l'enjambement ou bien l'enchevêtrement toujours au niveau de la prophase. Et vous voyez bien, ici, il y a un échange ou bien un enjambement qui peut aboutir à un échange de fragments. Ici, on l'a symbolisé de 2 manières, soit par les couleurs. Vous voyez bien qu'une partie du bleu est passée dans le chromosome rouge, une partie très petite du rouge est passée vers le chromosome
bleu. Mais si on veut bien comprendre la chose au niveau allélique, c'est qu'il y aura de nouvelles combinaisons alléliques. Ici, par exemple, le chromosome paternel porte la combinaison C1D1, le chromosome maternel porte la combinaison C2D2. Alors que les gamètes obtenus peuvent avoir soit une combinaison, par exemple là et là, qui est paternelle ou bien maternelle, on dit que ce sont les combinaisons des parents. Ici, ce sont les nouvelles combinaisons. Ce sont les nouvelles combinaisons C2D1 et C1D2. Et ça, c'est le résultat, le fruit de ce mécanisme-là qu'on va appeler le crossing-over. Le crossing-over, ou bien l'enjambement chromosomique. Voilà, c'est un schéma interprétatif. Ça, c'est le début de la prophase, toujours la prophase, la fin de la prophase. Ici, c'est l'anaphase 1, et ici, c'est la fin de la méiose. On peut dire l'anaphase 2 ou bien la télophase 2. Voilà. Donc, la diversité génétique des gamètes est le résultat d'échanges de fragments. Donc, ça, c'est le deuxième mécanisme qui nous intéresse ici et qu'on va appeler crossing-over et qui se passe plus précisément au niveau de la prophase 1. Mais ces conséquences sont ressenties pendant l'anaphase 1 et également pendant la formation des gamètes. Donc, ces échanges-là aboutissent à de nouvelles combinaisons alléliques qu'on vient de voir, et on appelle ça, ce mécanisme-là, on l'appelle le brassage intrachromosomique. Intrachromosomique, c'est-à-dire qu'il se passe entre chromosomes homologues. On va illustrer ceci par une sorte de récapitulation. On a vu deux mécanismes. Donc le premier, c'est le brassage interchromosomique. Donc ici, vous voyez la combinaison parentale. Ici, les gamètes obtenus, ils contiennent, ici par exemple, la combinaison parentale. Ici, c'est les nouvelles combinaisons alléliques après mécanisme de brassage interchromosomique. Maintenant, pour le brassage intrachromosomique, ici, c'est la cellule mère, le point de départ. Ici, c'est le résultat, c'est-à-dire de nouvelles combinaisons alléliques qui apparaissent et on appelle ça le brassage intrachromosomique. Voilà. Donc, le brassage interchromosomique, il est dû à la séparation aléatoire des chromosomes homologues en anaphase 1 et le brassage intrachromosomique, il est dû à l'enjambement qui se réalise au niveau de la prophase 1 et qui donne de nouvelles recombinaisons alléliques. Voilà. La succession de ces deux brassages lors de la méiose produit un très grand nombre de combinaisons alléliques. Donc si on revient à l'exemple qu'on a fait, par exemple, on est parti d'une cellule qui est vraiment simple, c'est pour illustrer tout simplement. Donc 2n égale à 4, on a obtenu 4 gamètes différents. Donc on va faire ressortir une formule, c'est que si on prend n'importe quelle cellule, le nombre de combinaisons alléliques possibles, c'est 2 à la puissance n. 2 à la puissance n. Par exemple, ici, 2 à la puissance 2 égale à 4, dans l'exemple qu'on a étudié. Avec n, c'est le nombre de couples de chromosomes différents. Voilà. Par exemple, si on prend l'espèce humaine possède 23 paires de chromosomes. Pour calculer le nombre de combinaisons alléliques possibles, on va faire 2 à la puissance 23. Voilà. Maintenant, la deuxième activité, c'est la fécondation. La fécondation, il va amplifier davantage ces combinaisons alléliques, c'est-à-dire qu'il va faire apparaître de nouvelles recombinaisons alléliques en plus de celles qu'on a obtenues par brassage inter- ou intrachromosomique. On va voir comment. Donc, voilà, la fécondation, comme vous le savez bien, c'est pas tout simplement la rencontre des gamètes, mais c'est la fusion du noyau mâle avec le noyau femelle et le retour à nouveau à la diploïdie, bien sûr, et la fusion du matériel génétique mâle avec le matériel génétique femelle et l'apparition à nouveau des chromosomes homologues. Donc on va se poser la question,
comment ce mécanisme, ou ce phénomène qu'on appelle la fécondation, il va amplifier la diversité génétique à travers l'apparition de nouvelles combinaisons alléliques. Voilà. On va partir d'un simple exemple également. Ici, on a pris une cellule diploïde, 2n égale à 6. Par exemple, le mâle il va produire énormément de gamètes. On a pris juste 3 combinaisons pour illustrer notre exemple. Donc, c'est-à-dire que les spermatozoïdes ils vont porter des combinaisons alléliques différentes. Maintenant, si on prend une cellule mère d'ovules ou bien de gamètes femelles, la même chose, il y aura plusieurs possibilités pour produire des cellules reproductrices femelles. Voilà, tout ceci pendant la méiose. Alors que la fécondation qui va se faire au hasard va nous donner des œufs ou bien des zygotes vraiment très très différents selon les gamètes qui ont participé à la fécondation. Est-ce que c'est celui-là avec celui-là? Est-ce que c'est celui-là avec celui-là? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par exemple, chez l'espèce humaine, la femme produit un seul ovocyte, mais l'homme produit plusieurs spermatozoïdes, des milliers de spermatozoïdes. Alors, le spermatozoïde qui pénètre va imposer sa combinaison allélique et l'œuf qui sera produit sera unique. C'est le hasard qui fait ceci. Donc, vous voyez bien que la rencontre au hasard des deux gamètes mâles et femelles, et qu'on a appelé fécondation, va à nouveau créer de nouvelles combinaisons alléliques de façon énorme, de façon phénoménale. Voilà. Donc, chez l'espèce humaine, par exemple, le brassage interchromosomique à lui seul donne un nombre de combinaisons alléliques égal à 2 à la puissance 23, qu'on multiplie par 2 à la puissance 23, c'est-à-dire 2 à la puissance 46. Comment 2 à la puissance 23? C'est pour le gamète mâle. Et 2 à la puissance 23, c'est pour les combinaisons possibles pour le gamète femelle. Et on a multiplié parce qu'il y aura une rencontre également due au hasard. C'est le hasard qui fait que cette combinaison va rencontrer cette combinaison. Alors, le nombre de zygotes possibles, c'est 2 à la puissance 46, bien sûr, sans tenir compte des combinaisons créées par le crossinome. Alors, la diversité génétique des descendants est le résultat d'un double brassage, c'est-à-dire le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique lors de la méiose, et également un brassage chromosomique lors de la fécondation. Donc, vous voyez bien que ces deux phénomènes-là, ils vont amplifier, ils vont créer de nouvelles combinaisons alléliques grâce à ces mécanismes-là, le brassage interchromosomique et intrachromosomique qui caractérise la méiose et la fécondation qui est la rencontre au hasard des gamètes. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.